Je n'aurais jamais cru que ma vie pourrait s'effondrer le temps d'une simple consultation médicale un après-midi. J'avais 52 ans, un empire du bâtiment valant plus de 25 millions d'euros, une villa à Saint-Cloud et une famille que j'aimais plus que ma propre vie. Antoine Mercier, c'est moi. L'homme qui a commencé par porter des briques sur les chantiers de la banlieue parisienne pour finir à la tête de la plus grande entreprise de promotion immobilière d'Île-de-France. Tout a commencé par une douleur à la poitrine. Isabelle, ma femme depuis 12 ans, a insisté pour que je me fasse examiner. « Antoine, tu n'es plus tout jeune. Tu dois prendre soin de toi, » disait-elle en me caressant la joue, avec ce geste tendre qui désamorçait toujours mes frustrations. Je suis donc allé dans une clinique privée du 16e arrondissement, voir le meilleur cardiologue de Paris. Les examens ont montré que mon cœur allait très bien, mais le médecin a suggéré une analyse de sang complète, par précaution. Une semaine plus tard, j'étais assis dans son bureau à regarder les résultats. Tout semblait normal, jusqu'à la dernière page. Le docteur Lefebvre, un homme âgé aux cheveux gris et aux lunettes sur le nez, a froncé les sourcils. « Monsieur Mercier, il y a quelque chose d'étrange, » a-t-il dit lentement. « Votre groupe sanguin est ARH négatif. C'est un groupe assez rare. »« Et alors ?» ai-je demandé, ne comprenant pas l'importance de la chose. « Voyez-vous, avons-nous déjà fait des tests de paternité? Votre enfant a-t-il déjà été testé ?» Mon cœur s'est arrêté un instant. Lucas a 10 ans. Il n'y a jamais eu de raison de... Quel est le groupe sanguin de votre femme? O positif. Je le sais car elle a donné son sang après l'accouchement. Il y a eu des complications. Le docteur Lefebvre a retiré ses lunettes et les a essuyées avec un mouchoir, visiblement mal à l'aise. Monsieur Mercier, je dois vous dire quelque chose. Si votre femme est O positif et vous A négatif, votre enfant ne peut pas être B positif. C'est génétiquement impossible. La pièce s'est mise à tourner. Comment savez-vous quel groupe a Lucas? J'ai vérifié le dossier de votre clinique familiale. Je supposais que tout était en ordre, mais ces résultats... Monsieur Mercier, la mathématique génétique ne ment pas. Ce garçon ne peut pas être votre fils biologique. Je ne me souviens pas être sorti de la clinique. Je ne me souviens pas être monté dans ma Mercedes. Je me souviens seulement être resté assis 1 heure dans le parking souterrain de la Défense, à fixer un mur. 10 ans. 10 putains d'années à nourrir, habiller, élever un enfant qui n'était pas le mien. Lucas, avec ses cheveux bruns bouclés qui m'avaient toujours semblé étranges, car Isabelle et moi avions les cheveux lisses et clairs. Lucas, avec ses yeux si foncés qu'ils paraissaient presque noirs. Je ne suis rentré à la maison que le soir. Isabelle s'activait dans la cuisine, préparant le dîner. Elle était comme toujours, soignée, élégante dans son chemisier crème et son pantalon noir, les cheveux relevés en un chignon parfait. Pendant 12 ans de mariage, elle avait toujours été impeccable. Maintenant, je la regardais comme une étrangère. « Antoine, tu es enfin là ?» Elle a souri largement. « Alors les examens? Tout va bien? » « Tout est en ordre parfait, » ai-je répondu en posant ma mallette. Ma voix semblait normale. Cela m'a surpris. J'étais capable de jouer la comédie. « C'est génial, je m'inquiétais. Tu sais, à ton âge... » Elle continuait de parler, mais je ne l'écoutais plus. Je l'observais. Chaque mouvement, chaque geste, chaque mot. Je cherchais la trahison en elle. Et soudain, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre, j'ai commencé à voir des choses que j'avais ignorées auparavant. Ces petits sourires étranges qu'elle échangeait avec Julien, notre jardinier. Julien, un quadragénaire musclé aux cheveux bruns bouclés et aux yeux presque noirs, exactement les mêmes que ceux de Lucas. Il travaillait chez nous depuis 11 ans. Il était là avant qu'Isabelle ne tombe enceinte. Soudain, tout a commencé à s'emboîter comme les pièces d'un puzzle macabre et sanglant. Tous ces déjeuners de famille, où Julien apportait des légumes du potager et restait à l'invitation d'Isabelle. « Antoine, ne sois pas si rigide. Julien fait presque partie de la famille, » disait-elle toujours. La famille, comme la famille, parce qu'il était le père de son enfant. Combien de fois se sont-ils assis ensemble à ma table, buvant mon vin, mangeant la nourriture achetée avec mon argent, me regardant et sachant que ce garçon que j'appelle mon fils, à qui j'ai appris à faire du vélo, avec qui je passais mes week-ends sur les chantiers pour lui montrer comment se construit son avenir, n'était pas le mien. Je me suis assis pour dîner. Isabelle a servi un poulet rôti, mon plat préféré.
Lucas a dévalé les escaliers dans son survêtement de sport, rayonnant. « Papa, j'ai eu 18-20 en maths aujourd'hui », s'est-il écrié en se jetant à mon cou. Je l'ai serré dans mes bras machinalement. Il sentait le shampoing et cette odeur particulière de l'enfance. Mon cœur se contractait dans ma poitrine. Ce n'était pas sa faute. Ce garçon ne savait pas. Mais quand je regardais son visage, je ne voyais que Julien. Comment avais-je pu être aussi aveugle ? « C'est super, mon grand », ai-je dit en lui caressant la tête. Ce mot, mon grand, me brûlait la langue. Mais j'ai souri. Je devais sourire. Cette nuit-là, allongé à côté d'Isabelle dans notre lit conjugal, je fixais le plafond et je planifiais. Je n'étais pas idiot. J'avais bâti une entreprise à partir de rien. J'avais combattu une concurrence déloyale, survécu à la crise financière et gagné. Je savais une chose. Si quelqu'un te trahit une fois, il te trahira à nouveau. Et si quelqu'un était capable de te regarder dans les yeux et de mentir pendant 10 ans, il ne méritait aucune pitié. Mais je devais être sûr, absolument sûr. Le lendemain, quand Isabelle est partie à sa séance de spa hebdomadaire avec ses amis, j'ai pris la brosse à cheveux de Lucas et une des miennes. Je suis allé dans un laboratoire privé à Neuilly, spécialisé dans ce genre d'affaires discrètes. J'ai payé un supplément pour des résultats express. 3 jours plus tard, j'avais la confirmation noir sur blanc. Probabilité de paternité, 0%. Antoine Mercier n'était pas le père biologique de Lucas Mercier. J'étais assis dans mon bureau regardant ce morceau de papier, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti les larmes monter. Je n'ai pas pleuré. Je ne me le suis pas permis. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat, Marc Dupont, le meilleur de Paris. « Marc, je dois te voir d'urgence. » « Non, pas au téléphone. Dans ma villa ce soir. Et n'en parle à personne. » Le soir, dans mon bureau personnel, Marc a lu les documents du laboratoire. Son visage est resté de marbre. Des années de pratique lui avaient appris à ne montrer aucune émotion. « Antoine, c'est lourd, » a-t-il fini par dire. « Que veux-tu faire ? » « Je veux tous les détruire, » ai-je répondu calmement. « Tous ceux qui savaient, tous ceux qui ont ri de ma naïveté. Je veux qu'ils perdent tout comme j'ai tout perdu. La loi est de ton côté, » a dit Marc en ouvrant sa mallette. Nous pouvons commencer par l'état des lieux du patrimoine. Et nous avons commencé à planifier. Non pas une vengeance, mais la justice. Les jours suivants, j'ai vécu comme un acteur dans une pièce de théâtre absurde. Le matin, le réveil sonnait à 6 heures. Je prenais le petit déjeuner avec Isabelle et Lucas. J'embrassais ma femme pour lui dire au revoir. Je glissais le goûter dans le sac de mon fils. Au bureau, je réglais les affaires, signais des contrats, parlais aux clients. Je rentrais, dînais, aidais Lucas avec ses devoirs, regardais le journal de 20 heures. La vie normale d'une famille normale. Sauf que maintenant que je savais la vérité, chaque instant était une torture. Le pire, c'est que j'ai commencé à me souvenir. Tous ces petits moments qui semblaient innocents à l'époque formaient maintenant une mosaïque effrayante de trahison. Je me souvenais d'il y a 11 ans, quand j'avais embauché Julien. Une connaissance me l'avait recommandé comme un paysagiste solide. Il est venu un mercredi, je m'en souviens exactement, car c'était le jour où Isabelle avait appris que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Nous étions mariés depuis 1 an. Le médecin m'avait dit que j'avais une faible mobilité des spermatozoïdes. Les chances de conception naturelle étaient pratiquement nulles. Isabelle avait pleuré toute la nuit. Je la tenais dans mes bras, promettant que nous essaierions la FIV, que nous dépenserions ce qu'il fallait. Julien est apparu le lendemain. Grand, musclé, avec ce sourire sans prétention. Isabelle lui a fait du café, est sortie dans le jardin pour lui montrer ce que nous voulions changer. Je me souviens avoir pensé à l'époque. Quelle chance d'avoir une femme si hospitalière. Quelle chance qu'elle sache être gentille avec les gens. 1 mois plus tard, Isabelle annonçait qu'elle était enceinte. Je me souviens parfaitement de ce moment. J'étais dans le salon, examinant des offres pour un nouvel investissement près de Versailles. Elle a couru depuis la salle de bain, tenant le test de grossesse, des larmes de joie coulant sur son visage. « Antoine, c'est un miracle. Le médecin s'est trompé. » J'ai bondi du canapé, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai fait tourner dans la pièce. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Ma femme, ma belle Isabelle, portait mon enfant. Les médecins étaient sous le choc. Statistiquement, c'était presque impossible. Mais parfois, les miracles arrivent, non ?
Putain, ce que j'ai été naïf. Maintenant, assis dans mon bureau à 3 heures du matin, je buvais du whisky Johnny Walker Blue Label, directement au goulot, et je parcourais de vieilles photos sur mon ordinateur portable. Lucas bébé. Il avait déjà des cheveux foncés et épais, pas ce duvet blond clairsemé qu'ont les enfants aux cheveux clairs. Lucas a 1 an, tenu par Julien, lors d'un barbecue familial. Julien s'entend si bien avec le petit, avait écrit Isabelle sous la photo dans l'album. Évidemment qu'il s'entendait bien, c'était son foutu fils. Une autre photo, Lucas a 3 ans, assis sur les genoux de Julien pendant une fête. Isabelle se tient à côté, souriante, sa main effleurant l'épaule du jardinier. Si innocemment, si naturellement. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Je me souvenais de ce 1er mai. Nous avions invité quelques employés pour un barbecue. Isabelle a insisté pour que Julien vienne aussi. Antoine, il est seul, il vit dans ce petit studio à Saint-Denis. Laisse cet homme se sentir un peu en famille. Et il est venu. Il jouait avec Lucas, lançait le ballon avec lui, le portait sur ses épaules. Tout le monde disait quel type sympa c'était. Et moi je restais près du barbecue, je faisais griller des saucisses, et j'étais fier de ma merveilleuse et empathique épouse. Un autre souvenir m'a frappé comme un marteau. Je me souvenais d'une conversation avec ma mère il y a 3 ans. Maman était venue de Lyon pour l'anniversaire de Lucas. Le soir, quand le garçon dormait, nous étions assis autour d'un café dans la cuisine. Isabelle était allée se coucher plus tôt, prétextant une migraine. Antoine, a commencé maman lentement, en remuant le sucre dans sa tasse. Ne vois-tu pas que Lucas ne te ressemble absolument pas? Maman, l'enfant grandit, c'est normal, avais-je répondu alors, agacé. Mon chéri, je ne veux pas semer la zizanie, mais ses cheveux foncés, ce teint, ses yeux. Toi et Isabelle avez les cheveux clairs, les yeux bleus. Dans notre famille, il n'y a jamais eu d'enfant aussi brun. Maman, je t'en prie, l'ai-je coupé sèchement. La génétique, ce n'est pas des maths. Les gènes peuvent sauter une génération. Elle m'a regardé étrangement, comme si elle voulait dire quelque chose, mais s'est retenue. Elle a juste hoché la tête et changé de sujet. Pendant les 2 années suivantes, avant qu'elle ne meure d'un cancer, elle n'en a plus jamais parlé. Mais maintenant, je me souvenais de son regard. Elle savait. Ma mère savait et essayait de me prévenir et j'étais trop bête pour l'écouter. Le whisky me brûlait la gorge. Je regardais le mur de mon bureau, les diplômes et certificats, les photos de chantier, d'inauguration. Antoine Mercier, l'homme à succès, l'homme qui a su bâtir un empire, mais qui n'a pas su voir que sa propre femme le prenait pour un crétin. J'ai commencé à repasser le film des 10 dernières années. Combien de fois Isabelle est-elle allée à ses rendez-vous avec les copines? Combien de fois disait-elle qu'elle allait au yoga, à la salle de sport, au cours de cuisine? Elle revenait toujours détendue, satisfaite, parfois avec une rougeur inexplicable sur le visage. Antoine, cet entraînement était si intense, disait-elle en m'embrassant sur la joue. Et Julien? Combien de fois ai-je entendu Isabelle dire « Julien est resté plus longtemps pour finir de tailler la haie ». Ou « Juju est passé discuter des nouvelles plantations ». Juju. Elle lui donnait un surnom. Elle ne donnait jamais de surnom à aucun autre employé. Seulement à lui. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai installé des caméras cachées dans la maison. 3, dans le salon, dans la cuisine et dans le jardin, pointées vers l'entrée arrière. Je les ai achetées via une société de sécurité privée, payées en liquide, pour ne laisser aucune trace. L'installateur posait des questions, mais 5 000 € ont suffi à lui clouer le bec. Une semaine d'observation n'a rien montré de particulier. Isabelle vivait sa vie normale. Elle emmenait Lucas à l'école, faisait les courses, voyait ses amis. Julien venait 3 fois par semaine, comme toujours, faisait son travail au jardin et repartait. Peut-être que je me trompais. Peut-être n'était-ce qu'une aventure d'un soir il y a 11 ans, et c'était fini. Mais vendredi, je suis allé à une réunion d'une journée à Lille. Je suis rentré plus tôt car les négociations ont été rapides. Il était 14h30. Au lieu d'entrer dans la maison, je suis entré dans mon bureau par l'entrée indépendante et j'ai allumé la surveillance sur mon ordinateur. Et je les ai vus. Isabelle et Julien dans mon salon sur mon canapé. Ils ne faisaient pas l'amour. Cela aurait été presque plus facile à supporter. Ils étaient assis l'un près de l'autre, se tenaient la main. Ils parlaient. Isabelle pleurait.
Julien lui caressait le visage avec le même geste que je le faisais. J'ai activé le son. Je ne peux plus continuer comme ça, Julien. Antoine est un homme bon. Il ne mérite pas ça, disait-elle à travers ses larmes. Alors dis-lui, a répondu Julien. Sa voix était calme, assurée. Dis-lui la vérité sur Lucas. On prend le petit et on commence une nouvelle vie. Je ne peux pas. Il nous entretient. Qu'est-ce que je vais faire sans son argent? Où est-ce qu'on va habiter? Julien a soupiré. Isabelle, je t'aime, mais on ne peut pas continuer indéfiniment. Il finira par savoir. Il ne saura pas, a-t-elle dit rapidement. Nous sommes prudents. Antoine est occupé avec l'entreprise, il n'a jamais rien soupçonné. On peut continuer. J'ai coupé l'enregistrement. J'en avais vu assez. J'étais assis dans le bureau sombre, et je sentais quelque chose se briser définitivement en moi. Ce n'était pas juste du sexe. Ce n'était pas juste un mensonge sur l'enfant. Il s'aimait. Pendant 11 ans, chaque putain de jour, il s'aimait dans ma maison, sous mon toit, aux frais de mon argent. Et moi, j'étais l'imbécile qui payait pour tout ça, qui leur offrait une vie confortable pendant qu'ils planifiaient un avenir ensemble. Marc Dupont était assis en face de moi dans ma salle de conférence privée au bureau. C'était dimanche. Les locaux étaient vides, juste nous deux. Entre nous se trouvait un dossier rempli de documents, enregistrements vidéo, résultats ADN, documents financiers, titres de propriété. Écoute, Antoine, a commencé Marc prudemment. Tu as de quoi obtenir un divorce pour faute exclusive. Le tribunal te donnera raison. Mais tu dois savoir que Lucas est toujours légalement ton fils. Tu es inscrit sur l'acte de naissance comme père. Tu devras payer une pension alimentaire. Même si je prouve qu'il n'est pas biologiquement à moi. Oui. En droit de la famille français, la présomption de paternité compte. Tu as reconnu l'enfant, tu es le père social. Tu peux contester la paternité, mais c'est une procédure longue et sans garantie de succès total après 10 ans, car la possession d'état joue. Lucas a 10 ans. Il te connaît comme son père. J'ai serré les mâchoires. Et pour Julien? Il peut prouver qu'il est le père? Il peut. Mais alors il devra payer la pension. Et Isabelle perdra tout droit à une prestation compensatoire de ta part pour elle-même, car l'adultère est avéré et les torts seront exclusifs. Seul l'enfant sera protégé. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Du 20e étage, on voyait la moitié de Paris, ma ville, l'endroit que j'avais aidé à construire. Combien d'immeubles en bas avaient vu le jour grâce à mon entreprise? Combien de gens travaillaient grâce à moi, avaient un toit grâce à mes investissements? Marc, je ne veux pas faire de mal à l'enfant. Ce n'est pas sa faute si sa mère est une traînée et son père biologique un escroc. Alors que veux-tu faire? Je me suis retourné. Je veux qu'ils perdent tout ce qui n'est pas à eux. Je veux qu'ils sachent ce que ça fait d'être trahi, utilisé, moqué. Mais je le ferai dans le cadre de la loi. Je suis un homme d'affaires, Marc, pas un gangster. Et c'est ainsi que nous avons commencé. La première étape était la plus simple, sécuriser le patrimoine. La majorité de mon empire était dans des sociétés par action dont j'étais l'unique propriétaire. La villa de Saint-Cloud était à mon nom, bien propre acquis avant mariage ou par héritage structure. Mais nous étions sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Tout ce que j'avais gagné pendant le mariage était théoriquement à nous deux. Nous devions changer cela. Marc a proposé une solution. On va passer en séparation de biens. Tu diras à Isabelle que c'est pour la sécurité de l'entreprise en cas de problème avec des créanciers. C'est une procédure courante pour les entrepreneurs. Elle ne se doutera de rien. Le soir même, au dîner, j'ai abordé le sujet. Lucas dormait déjà, nous étions seuls avec un verre de vin. Isa, je dois te parler de quelque chose d'important, ai-je commencé, essayant de paraître neutre. Mon avocat conseille que nous fassions une séparation de biens. Tu sais, il y a ce gros projet à Lyon. Beaucoup d'argent en jeu. Et le partenaire a une réputation douteuse. Si ça tournait mal, il pourrait saisir tout le patrimoine, y compris notre maison. Isabelle a froncé les sourcils. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que c'est juste une formalité? L'ai-je coupé rapidement. Rien ne changera. On sépare juste légalement mes biens professionnels de nos affaires communes, pour la sécurité de la famille. Je voyais qu'elle calculait. Elle n'était pas bête. Elle avait fait HEC, elle savait ce que ça voulait dire. Mais elle a visiblement jugé que c'était sans importance. Après tout, dans ses plans, j'étais censé assurer son confort financier de toute façon. D'accord, a-t-elle accepté en souriant.
si ça aide l'entreprise. Le lendemain, nous avons signé les documents chez le notaire. Isabelle ne les a même pas lus attentivement. À partir de ce moment, elle était propriétaire de la moitié de notre résidence secondaire, de la voiture et du compte joint sur lequel il y avait environ 50 000 euros. Tout le reste, l'entreprise, les investissements, les actions, les obligations, les 3 autres immeubles, étaient uniquement à moi. La deuxième étape était plus subtile. J'ai commencé à tout documenter. Chaque rencontre d'Isabelle avec Julien, chaque mensonge, chaque excuse. Les caméras enregistraient 24 heures sur 24. J'ai aussi engagé un détective privé, un type discret du 15e spécialisé dans les affaires conjugales. Ça me coûtait 2 500 euros par semaine, mais ça valait chaque centime. Après 3 semaines, j'avais un dossier complet sur leur liaison. Des photos d'eux dans un café du Marais où ils se retrouvaient quand je disais être sur un chantier. Des enregistrements de leurs conversations dans le jardin où ils planifiaient des vacances ensemble. Évidemment, quand je serais au travail. Des relevés du téléphone d'Isabelle. J'ai payé un hacker pour copier ses messageries. Illégal? Oui. Recevable au tribunal? Pas forcément tel quel, mais nécessaire pour que je sache à quel point leur trahison était profonde. La troisième étape concernait Julien. Là, je devais être très prudent. Julien n'était que le jardinier, mais je l'employais depuis 11 ans. Il était auto-entrepreneur avec un contrat de prestation, ce qui signifiait que je pouvais y mettre fin assez facilement. Mais je ne voulais pas encore le virer. Pas maintenant. D'abord, je devais tout préparer. Au lieu de cela, j'ai commencé par autre chose. Julien vivait dans un petit studio à Saint-Denis, dans une vieille bar HLM. J'ai vérifié. Il était propriétaire de l'appartement acheté il y a 10 ans à crédit. Il remboursait toujours ce prêt. Et là, j'ai vu une opportunité. Par mon contact à la banque, chaque riche homme d'affaires a ses contacts dans les banques. J'ai vérifié sa situation financière. Julien gagnait chez moi 1 500 euros par mois. Il avait quelques autres clients. Au total, il se faisait peut-être 2 000, 2 200 euros. La mensualité du crédit était de 600 euros. Les charges, la nourriture, la vie, il lui restait à peine quelques centaines d'euros par mois. Il vivait modestement, mais stablement. Que se passerait-il s'il perdait soudainement son plus gros client? Quand il se retrouverait seul face aux factures, sans ce revenu régulier venant de moi? Mais je devais attendre. Le timing était crucial. La 4e étape était la plus difficile émotionnellement. Lucas, un garçon de 10 ans qui pendant une décennie avait été mon fils. Il m'appelait papa. Il courait vers moi avec chaque problème, chaque joie. Comment allais-je le regarder dans les yeux, sachant ce que je savais? Mais je le devais. Pour ma propre santé mentale, je devais commencer à mettre de la distance. Doucement, subtilement. Je ne pouvais pas le rejeter brutalement, cela aurait éveillé les soupçons d'Isabelle. Mais je pouvais me retirer progressivement. Au lieu de passer les soirées avec lui pour les devoirs, j'ai commencé à rester de plus en plus souvent tard au travail. Mon grand, papa a une réunion importante, travaille tout seul, maman t'aidera. Au lieu d'aller avec lui le week-end à la piscine ou au cinéma, je l'ai inscrit à des activités sportives. Ce sera bon pour ton développement. Tu rencontreras des camarades. Je voyais la déception dans ses yeux. Ça faisait mal. Mais je devais le faire. Je devais commencer à comprendre que Lucas n'était pas mon fils. Il ne l'avait jamais été. La 5e étape était financière. J'ai commencé à déplacer des actifs. Pas tout d'un coup. Cela aurait été suspect. Mais progressivement. J'ai vendu une partie des actions et investi à l'étranger, dans des fonds suisses. J'ai transféré une partie de l'immobilier à des sociétés offshore. Tout était légal, tout documenté, tout planifié avec Marc. S'il y a divorce, m'a expliqué Marc, le juge partagera le patrimoine existant au moment de l'ordonnance de non-conciliation. Tout ce que tu auras légalement sécurisé avant sera plus difficile à atteindre. Après 2 mois de préparation, j'étais prêt. J'avais les preuves de la trahison, le patrimoine sécurisé, le plan juridique et, le plus important, la détermination froide d'un homme à qui on a tout pris. Il ne restait plus qu'à déclencher le plan. J'ai choisi un samedi soir. Isabelle avait prévu un dîner de famille. Elle avait évidemment invité Julien aussi, sous prétexte de discuter des nouvelles plantations pour le printemps. Lucas dormait chez un copain. Nous étions seuls tous les 3. Le dîner était exquis. Isabelle avait toujours su cuisiner. Velouté de potiron, filet mignon avec gratin dauphinois, tarte tatin en dessert.
Nous étions assis à la table de la salle à manger, parlant de banalité. Julien racontait une blague sur son client précédent. Isabelle riait, effleurant sa main à travers la table. Je les regardais et je sentais un calme glacial. Le moment était venu. Je me suis levé, je suis allé au bureau, et je suis revenu avec une chemise cartonnée. Je l'ai posée sur la table, entre les assiettes. Il faut qu'on parle, ai-je dit calmement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas haussé le ton. C'était la meilleure vengeance, le contrôle total. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu et écrivez en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Qu'auriez-vous fait à la place d'Antoine? Le silence qui est tombé après mes mots était épais comme du goudron. Isabelle regardait le dossier, puis moi. Son visage a d'abord exprimé la surprise, puis une légère inquiétude. « De quoi veux-tu parler, chérie ?» a-t-elle demandé avec cette voix douce, avec laquelle elle savait toujours m'amadouer. « Peut-être après le dessert? J'ai fait ta tarte préférée. Maintenant, l'ai-je coupé en ouvrant le dossier. J'ai sorti la première chose, les résultats des tests ADN. Je les ai posés devant elle sur la table, pile sur son assiette avec la tarte entamée. Lis ça. J'ai vu ses mains commencer à trembler légèrement en prenant le papier. Ses yeux parcouraient le texte, ligne après ligne. J'ai vu le moment précis où elle a compris ce qu'elle lisait. Le sang s'est retiré de son visage, laissant un masque pâle de choc. « Antoine, Ce n'est pas... » a-t-elle commencé. Mais j'ai levé la main. « Ne mens pas. Pas maintenant. Pas après tout ça. » Je me suis tourné vers Julien qui était assis pétrifié, tenant sa fourchette en l'air comme un idiot. « Et toi, Julien? Tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Que Lucas est ton fils? » Il a vu que ça ne servait à rien de nier. Il a lentement posé sa fourchette et a hoché la tête. Au moins, il a eu la décence de ne pas mentir, ou la bêtise de ne pas essayer. « Depuis quand? » ai-je demandé en regardant Isabelle. « Antoine, laisse-moi t'expliquer. » A-t-elle commencé à sangloter. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Autrefois, ces larmes m'auraient désarmé instantanément. Je me serais précipité vers elle. Je l'aurais serrée dans mes bras, dit que tout irait bien. Maintenant, je ne voyais que le mensonge. « Depuis quand baisais-tu avec mon jardinier ?» ai-je répété, cette fois plus lentement, plus distinctement. J'ai utilisé le mot vulgaire exprès. Je voulais qu'elle ressente exactement ce qu'était ce qu'il faisait. C'était juste après que le médecin a dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant, a-t-elle chuchoté. J'étais désespéré, Antoine. Tu restais au travail, comme toujours. Et Julien était là, dans le jardin, il était gentil, il me parlait. Alors tu as décidé de te le taper, et tu es tombée enceinte de lui, et pendant 10 ans, tu m'as fait croire que c'était mon enfant. Chaque mot était pesé, calme. Je ne criais pas. C'était pire que des cris. Je pensais que ce serait une seule fois, qu'après on oublierait et qu'on serait une famille heureuse. Mais ce n'était pas une seule fois, n'est-ce pas? J'ai sorti les photos du dossier, celles du détective, eux deux dans le café du Marais, se tenant la main par-dessus la table, eux deux au parc Monceau, s'embrassant derrière un arbre, eux deux dans son studio à Saint-Denis. Le détective avait attendu devant l'immeuble et photographié Isabelle, entrant et sortant 3 heures plus tard. J'ai jeté les photos sur la table comme des cartes à jouer, une par une, systématiquement. Ça, c'était il y a 3 semaines. Ai-je pointé une photo? Et ça, 2 semaines. Et ça, le mois dernier, quand tu disais que tu allais au yoga. Une autre photo. Et ça, avant-hier, quand tu étais soi-disant aux courses. Isabelle regardait les photos avec désespoir. Julien s'est levé de table. Il avait l'air de vouloir vomir. « Assieds-toi », lui ai-je dit froidement. Je n'ai pas fini. Il s'est rassis. Je voyais la sueur sur son front. Pendant 11 ans, ai-je continué, en les regardant maintenant tous les deux, vous avez vécu dans ma maison, mangé ma nourriture, dépensé mon argent. Moi, je travaillais dur. Je bâtissais un empire pour assurer le confort de ma famille. Et vous? Vous vous foutiez de ma gueule. On ne s'est jamais moqué de toi, a dit doucement Julien. C'étaient les premiers mots qu'il prononçait depuis le début de cette conversation. Non, j'ai sorti les impressions de sa messagerie. Alors c'est quoi ça? Ton message à Julien d'il y a 1 mois. Antoine est encore resté tard au boulot. Il a tellement de fric mais pas le temps de le dépenser. Au moins nous on peut se voir. Je l'ai lu à voix haute, lentement, clairement. Et ça, c'est le tien, Julien. Combien de temps tu vas encore faire semblant avec ce pigeon?
Prends le gamin et on se barre. Isabelle a caché son visage dans ses mains. Ses épaules tremblèrent de sanglots. Tu as raison sur un point, ai-je dit. Je suis un pigeon. J'ai été un pigeon pendant 11 ans. Mais maintenant, c'est fini. Je me suis levé. Je suis allé au bar et j'ai sorti la bouteille de whisky. Je me suis servi, remplissant le verre à ras-bord. Je ne leur en ai pas proposé. J'ai bu une gorgée, laissant l'alcool me brûler la gorge. « Antoine, s'il te plaît » a commencé Isabelle en s'approchant de moi. Elle a essayé de me prendre la main, mais je me suis écarté. « On peut arranger ça. On ira en thérapie, je recommencerai à zéro, je te promets. »« Arranger ça ?» J'ai ri, mais c'était un rire sans joie. Comment comptes-tu réparer 11 ans de mensonges? Comment vas-tu réparer le fait que j'ai élevé un enfant qui n'est pas le mien? Que j'appelle mon fils un garçon qui a les gènes de ce... J'ai pointé Julien, ça? Salaud? Lucas t'aime, a-t-elle dit désespérément. Tu es un père pour lui, le seul qu'il connaisse. Tu ne peux pas lui enlever ça. C'est toi qui lui as enlevé ça, ai-je grogné. Toi quand tu as décidé de coucher avec un autre. Toi quand tu as décidé de me mentir. Ne rejette pas sur moi la responsabilité de tes choix de putain. Le mot « putain » a flotté dans l'air. Isabelle a reculé comme si je l'avais frappée. Peut-être que les mots peuvent faire plus mal qu'une gifle. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » a demandé Julien. Sa voix était enrouée. Ce que je vais faire? Je suis retourné à la table. J'ai sorti le dernier document du dossier. Ceci est une demande de divorce pour faute exclusive, Isabelle. Adultère. Prouvé. Documenté. Mon avocat la déposera lundi matin au tribunal. Tu ne peux pas, a-t-elle commencé. Je peux. Et je vais le faire. Et tu sais ce qui est le mieux? Nous sommes en séparation de biens. Tu te souviens? Tu as signé ces papiers il y a 2 mois. Ça veut dire que tu récupères la moitié de cette maison, si elle était commune, et la moitié du compte joint. C'est environ 40 000 €. Tout le reste, l'entreprise, les investissements, les 3 autres propriétés, est uniquement à moi. J'ai vu l'information faire son chemin. Les maths étaient simples et brutales. Mais où est-ce que je vais habiter? Et Lucas? Sa voix était fluette, aiguë. Ce n'est plus mon problème. Tu peux louer un appartement ou emménager avec Julien dans son studio à Saint-Denis. Ah, j'ai oublié de te dire. Je me suis tourné vers Julien. Tu es viré. Contrat résilié avec effet immédiat. Tu peux prendre tes outils d'ici lundi. Après, je fais changer les serrures. Julien a pâli encore plus, si c'était possible. Mais j'ai un crédit, des factures. Tu as eu 11 ans pour y penser avant de sauter ma femme. Ma voix était maintenant dure comme l'acier. Et maintenant, tu prends tes affaires et tu sors de ma maison. Tout de suite. Julien regardait Isabelle, comme s'il attendait qu'elle dise quelque chose, qu'elle le défende. Mais elle restait juste là, regardant dans le vide. Dégage, ai-je répété. Julien s'est levé, chancelant. Il s'est dirigé vers la porte, mais je l'ai arrêté. Ah, encore une chose. Lucas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu peux prouver que tu es son père biologique, c'est ton droit. Mais dès que tu le feras, tu devras payer une pension alimentaire. Environ 500 € par mois, vu tes revenus. C'est presque tout ce qu'il te reste après ton crédit. Le choix t'appartient. Tu peux être père ou avoir un appartement. Tu ne peux pas avoir les deux. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Je l'ai laissé avec ce dilemme et je me suis retourné vers Isabelle. « Et moi ?» a-t-elle chuchoté. « Antoine, on a été mariés 12 ans. Ça signifiait quelque chose. Ça signifiait, ai-je approuvé. Pour moi. Apparemment pas pour toi. Tu as 2 jours pour faire tes valises et te trouver un logement. Lundi, je change les serrures. Je laisserai les affaires de Lucas au garage. Tu pourras les prendre. Tu auras le droit de le voir. C'est toujours ton enfant. Mais pas dans cette maison. Plus jamais. Lucas, qu'est-ce qu'on va lui dire? La vérité. Que sa mère a été une épouse infidèle, et que son père biologique est le jardinier qui a travaillé pour nous pendant 11 ans. Je l'ai vu tressaillir à ces mots. Ou alors tu inventes une histoire. C'est ton problème, pas le mien. Julien est finalement sorti, fermant la porte doucement derrière lui, comme s'il avait peur qu'un bruit plus fort ne me mette encore plus en colère. Nous sommes restés seuls, moi et la femme que j'avais aimée plus que la vie. Elle me regardait à travers ses larmes. Le maquillage coulait sur son visage en traînées noires. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire? Pour que tu me pardonnes?
J'y ai pensé un long moment. À toutes ces années, tous ces mensonges, toutes ces nuits où elle dormait à côté de moi en sachant ce qu'elle avait fait, à tous les déjeuners de famille avec Julien assis à ma table, à Lucas, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo qui avait les gènes d'un autre homme. Non, ai-je dit finalement, il n'y a rien que tu puisses faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la chambre d'amis. Je ne pouvais pas dormir dans mon lit, sachant qu'elle y était. J'avais entendu Isabelle pleurer toute la nuit de l'autre côté du couloir. Une partie de moi, cette vieille partie stupide, voulait aller vers elle, la consoler. Mais cette partie était morte hier au dîner, enterrée sous une pile de preuves de sa trahison. À 8 heures, le téléphone a sonné. C'était Marc. Antoine, tout est prêt. La requête sera déposée demain à 9 heures. Tu es sûr de vouloir faire ça? Absolument. D'accord. Encore une chose. Un type m'a appelé. Il s'est présenté comme Julien Martin. Il demandait quels étaient ses droits en tant que père biologique. J'ai souri sombrement. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Qu'il peut lancer une procédure de reconnaissance de paternité, mais qu'il devra payer une pension. Il a raccroché au bout de 30 secondes. Je m'en doutais. Lucas rentrait de sa soirée pyjama vers midi. Sa mère, la mère du copain, l'a ramené dans sa Peugeot. Je l'ai vu par la fenêtre sortir de la voiture, heureux, riant, son sac sur l'épaule. Il ne savait pas que son monde allait s'effondrer. Isabelle attendait dans le salon. Elle n'avait pas dormi, ça se voyait. Yeux cernés, visage pâle, cheveux sales attachés en une queue de cheval négligée. Elle ressemblait à l'ombre de la femme que je connaissais. « Antoine, s'il te plaît », a-t-elle chuchoté en entendant la clé dans la porte. « Ne lui dis pas aujourd'hui, donne-lui encore un jour de normalité. » Je voulais refuser. Je voulais dire que non, que la vérité devait sortir maintenant. Mais quand Lucas a fait irruption en criant « Maman, papa !» Je suis là. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai regardé son visage radieux, ses yeux foncés pleins d'innocence, et je n'ai pas pu. « Bonjour mon grand », ai-je dit en me forçant à sourire. Ce mot me brûlait encore la langue. « Tu t'es bien amusé ?» C'était super. On a joué à la PlayStation et regardé des films jusqu'à 2 heures du matin. Racontait-il tout excité. Et vous savez quoi? Matteo a un nouveau chien, un berger allemand, il est énorme. Je l'écoutais, hochant la tête au bon moment, et je sentais mon cœur se briser en 1000 morceaux. Ce n'était pas sa faute. Ce gosse était innocent. Mais à chaque fois qu'il me regardait avec ses yeux, les mêmes que ceux de Julien, je voyais la trahison. Le soir, quand Lucas est allé se coucher, nous nous sommes assis avec Isabelle dans le salon. Entre nous, il y avait un fossé de la taille d'un océan. Nous devons lui dire, ai-je commencé, demain. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que sa mère est une garce et son père un menteur? Sa voix était pleine d'amertume et de désespoir. Je lui dirai la vérité, que je ne suis pas son père biologique, que nous allons divorcer, que ce n'est pas sa faute. Mais ça va le détruire. Pas plus que tu ne m'as détruit. Je me suis levé. Je le ferai demain après l'école. Tu peux être présente ou non. C'est ton choix. La journée suivante a été la plus longue de ma vie. Je travaillais au bureau, gérant les affaires mécaniquement. Mon assistant, Paul, demandait si tout allait bien. Apparemment, j'avais l'air pire que je ne le pensais. J'ai dit que c'était juste le stress du nouveau projet. Il a cru car il voulait y croire. À 15h30, je suis rentré. Lucas était dans sa chambre. Il faisait ses devoirs. Isabelle attendait en bas, arrachant nerveusement les petites peaux de ses ongles. « Lucas !» ai-je appelé. « Descends. On doit parler. » Quelque chose dans mon ton a dû l'inquiéter, car il est descendu avec une mine grave. Il s'est assis sur le canapé entre nous, regardant nerveusement autour de lui. « Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort ?» a-t-il demandé doucement. « Non, mon grand. Personne n'est mort. » J'ai pris une grande inspiration. Comment dit-on à un enfant de 10 ans que toute sa vie est un mensonge? Mais nous devons te dire quelque chose de très important, quelque chose de difficile. Ses yeux se sont agrandis. Vous divorcez? J'étais surpris. Comment tu sais? Un copain de classe a des parents divorcés. Il disait qu'ils avaient commencé comme ça aussi, en disant qu'ils devaient me parler de quelque chose d'important. Lucas avait l'air sur le point de pleurer. C'est à cause de moi? J'ai fait quelque chose? Non, non, ce n'est pas à cause de toi, a dit rapidement Isabelle en le serrant contre elle. Mais il s'est écarté d'elle, nous regardant tous les deux. Alors pourquoi?
Je regardais ce garçon de 10 ans, intelligent, sensible, innocent, et je savais que les mots suivants allaient le changer à jamais. Mais je ne pouvais plus mentir. Lucas, tu te souviens quand à l'école on vous a parlé de génétique? Du fait que les enfants reçoivent les gènes de leurs parents? Il a hoché la tête, désorienté par le changement de sujet. Donc tu sais que si les parents ont les cheveux clairs, les enfants ont aussi généralement les cheveux clairs. Et s'ils ont les yeux bleus, les enfants aussi souvent. Mais parfois ça peut être différent, a-t-il dit avec incertitude. La maîtresse a dit que c'était compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais il y a certaines choses qui sont impossibles. Et l'une d'elles, je me suis arrêté, cherchant les mots justes. Il n'y avait pas de mots justes. Lucas, maman et moi avons fait des tests, et il s'est avéré que je ne peux pas être ton papa biologique. C'est génétiquement impossible. Silence. Un silence long et lourd. Lucas me regardait, son esprit essayant de traiter l'information. Mais tu es mon papa, a-t-il fini par dire, sa voix était toute petite, effrayée. Je l'étais, je le suis. Je veux dire, merde, comment expliquer ça? Lucas, je t'ai élevé, je t'aime, mais biologiquement, au sens des gènes, je ne suis pas ton père. Alors c'est qui? J'ai regardé Isabelle. Son visage était trempé de larmes, mais elle ne disait rien. Julien, ai-je dit doucement. Monsieur Julien, notre jardinier. J'ai vu l'information l'atteindre par vagues. D'abord le choc, puis l'incrédulité, puis la compréhension, et enfin, la douleur. Monsieur Julien, qui jouait toujours au foot avec moi? A-t-il demandé sans voix. Oui. Et vous? Vous le saviez? Tout le temps? Je l'ai appris il y a 1 semaine. Ai-je dit. Maman le savait depuis le début. Lucas s'est tourné vers Isabelle. Son visage était un mélange de douleur et de colère que je ne m'attendais pas à voir chez un enfant de 10 ans. Tu nous as menti? À moi et à papa? Isabelle sanglotait maintenant bruyamment, incapable de sortir un mot. C'est pour ça que vous divorcez, a affirmé Lucas. Ce n'était pas une question. Parce que maman a menti? Oui. Il s'est levé du canapé, s'éloignant de nous deux. Et moi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu habiteras avec maman, ai-je dit. Mais tu pourras me rendre visite quand tu voudras, si tu le veux. Si je le veux, sa voix s'est soudainement raffermie. Tu es mon papa. C'est toi qui m'as appris à faire du vélo. C'est toi qui venais à mes spectacles d'école. C'est toi. Il s'est arrêté, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi tu m'abandonnes? Ça m'a brisé. Pendant 10 ans, j'avais été son père. Peut-être pas biologiquement, mais de toutes les autres manières qui comptaient. Et maintenant il pensait que je l'abandonnais. Comme si je ne l'aimais pas. Je me suis approché de lui, je me suis mis à genoux pour être à sa hauteur. Lucas, écoute-moi très attentivement. Ce qui s'est passé entre moi et ta maman, c'est une affaire d'adulte. Tu n'y es pour rien. Tu seras toujours mon fils, tu comprends? Peut-être pas biologiquement, mais ici. J'ai touché sa poitrine, là où était son cœur. Et ici, j'ai touché sa tête. Mais tu n'habiteras plus avec moi. Non, je ne le ferai plus. Mais ça ne veut pas dire que j'arrêterai d'être ton papa. Il s'est jeté dans mes bras en pleurant. Je l'ai serré fort, et mes propres larmes ont fini par couler. Cette seule fois, je me suis permis une faiblesse. Cette seule fois. Après un moment, Lucas s'est écarté, a essuyé son nez avec la manche de son sweat. Et monsieur Julien, il sait? Il sait. Et alors? Maintenant ça va être lui mon papa? Ça dépend de toi. Si tu veux le connaître comme père, tu peux, mais personne ne peut t'y obliger. Lucas a réfléchi un instant. Je ne veux pas. Il vous a menti comme maman. Je ne veux pas le connaître. Gamin intelligent. Plus intelligent que je ne l'ai été. C'est ta décision, ai-je dit. Et je la respecterai. Cette nuit-là, Lucas a dormi dans mon lit, blotti contre moi comme quand il était petit et qu'il avait peur de l'orage. Je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond et je pensais à l'avenir. Cet enfant n'était pas le mien biologiquement, mais il était le mien de toutes les autres façons. Et même si Isabelle et Julien avaient détruit notre mariage, je ne les laisserais pas détruire ma relation avec Lucas. C'était la ligne que je ne me permettrais pas de franchir. La vengeance sur eux, oui, mais pas sur lui. Jamais sur lui. La demande de divorce a été déposée le lundi à 9 heures. À 10 heures, Isabelle recevait le courrier officiel du tribunal. Elle était assise dans la cuisine, regardant l'enveloppe comme si c'était un arrêt de mort.
Dans un sens, c'en était un. Tu as 40 jours pour répondre, ai-je dit en faisant ma valise. Mon avocat recommande que tu prennes le tien. Avec quoi je vais payer un avocat? A-t-elle demandé doucement. J'ai 40 000 euros. Ça suffira peut-être pour un an de vie en économisant. Tu aurais dû y penser avant. J'ai déménagé le jour même. J'ai loué un appartement dans le centre, au 20e étage d'une tour près de l'Opéra. 3 pièces. Vue sur tout Paris. Un loyer mensuel équivalent à ce que Julien gagnait en 6 mois. Lucas a eu sa propre chambre. Je l'ai meublée exactement comme il le voulait. Console PlayStation, grand bureau pour les devoirs, le lit superposé dont il rêvait. Tu viendras ici un week-end sur 2, lui ai-je dit. Et le mercredi pour le dîner. Et si tu veux rester plus longtemps, il suffit d'appeler. Il a souri pour la première fois depuis cette conversation. Vraiment? Vraiment. À l'entreprise, tout continuait normalement. Personne ne savait pour ma situation familiale, je gardais le secret. Mais j'ai commencé à mettre en œuvre les étapes suivantes de mon plan. Julien avait perdu son client le plus important, moi. Mais ce n'était que le début. Vous vous souvenez que j'ai dit avoir bâti un empire immobilier? Cela signifie que je connais chaque grand propriétaire de maisons à Saint-Cloud, Versailles, Neuilly. Je les connais car je leur ai vendu ces maisons. Ils me font confiance. J'ai commencé par des appels discrets. « Salut André, c'est Antoine Mercier. »« Oui, tout va bien, merci. »« Écoute, je voulais te prévenir. Tu te souviens de Julien, le jardinier qui travaillait chez moi? Eh bien, j'ai eu des soucis avec lui. Il m'a volé des outils, a laissé le jardin à l'abandon, et quand je l'ai viré, il a fait des menaces. Je me suis dit que tu devais savoir, car j'ai entendu dire que tu voulais l'embaucher. La même chose à Thomas, à Michel, à Robert, à toutes mes connaissances du quartier et des environs. Je ne mentais pas vraiment. Je déformais juste légèrement la vérité. Mais dans le monde des affaires, la réputation fait tout. Et Julien venait de perdre la sienne. En 2 semaines, il ne lui restait que 2 clients. Son revenu a chuté de 2 000 à 600 euros. La mensualité du crédit? 600 euros. Les factures? Environ 300. Il lui manquait de l'argent juste pour manger. Mais ce n'était pas encore assez. L'étape suivante concernait Isabelle. Vous vous souvenez qu'elle travaillait dans le marketing? Elle avait sa propre petite agence, quelques clients, ça marchait pas mal pour elle. Son plus gros client était la marque de cosmétiques Luna Beauty. Elle gérait leur campagne sur les réseaux sociaux. Il la payait 3 000 euros par mois. Luna Beauty appartenait à Claire, une ancienne camarade de lycée. Nous l'avions invitée un jour à dîner avec son mari. Je me souviens comment Isabelle avait brillé alors, les charmant par son charisme. Et c'est comme ça qu'elle a eu ce contrat. J'ai appelé Claire. « Salut Claire, c'est Antoine. »« Non, non, tout va bien. Je voulais juste te prévenir qu'on divorce avec Isabelle. Oui, c'est triste, mais c'est la vie. Écoute, je t'en parle parce que je sais qu'elle travaille avec ta boîte et je me suis dit que tu devais connaître sa situation. Elle va avoir beaucoup de choses en tête, le divorce, le déménagement, l'enfant. Je ne sais pas si elle sera capable de maintenir la même qualité de travail. Je n'ai pas eu besoin d'en dire plus. En affaires, pas de place pour les sentiments. » 1 semaine plus tard, Isabelle recevait un mail de Claire. Le contrat était rompu en raison d'une nouvelle orientation stratégique de l'entreprise. J'ai fait la même chose avec ses 2 autres clients. Pas directement, jamais directement. Toujours un conseil amical, une inquiétude sur la qualité, une info à savoir. Légal? Absolument. Éthique? Je m'en foutais. En 1 mois, Isabelle a perdu 70% de ses clients. Son revenu a chuté de 4 000 euros par mois à 1 200. Et soudain, ces 40 000 euros du compte commun ne semblaient au plus être une si grosse somme. Mais le vrai coup est venu de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas. 2 mois après le dépôt de la demande de divorce, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Antoine Mercier ?»« Oui, j'écoute. Je m'appelle Martine Martin. Je suis la femme de Julien. » Mon cœur s'est arrêté un instant. « Femme ?» Julien avait une femme. « Je vous écoute, madame ? Votre avocat m'a donné votre adresse. J'ai essayé de vous contacter plus tôt, mais... » Elle s'est tue. Sa voix semblait fatiguée, résignée. « Est-ce qu'on peut se voir ? Je dois vous parler de quelque chose d'important. » Nous nous sommes vus dans un café du 15e. Martine Martin était une petite femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts et foncés et au visage triste.
Elle s'est assise en face de moi, a commandé un café, et est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas par où commencer, a-t-elle fini par dire. J'ai tout appris, il y a 2 semaines. La liaison de Julien avec votre femme. L'enfant. Vous ne saviez pas? Cela m'a surpris. Nous étions séparés de fait, a-t-elle expliqué. Depuis 10 ans. Je vis à Lille avec notre fille. Julien paye une pension, 300 € par mois. On n'a jamais divorcé parce que... Eh bien, à quoi bon? J'avais ma vie, lui la sienne. J'ai commencé à comprendre. Mais maintenant, vous voulez divorcer? Oui, parce que j'ai appris qu'il a un enfant avec une autre femme. Et je veux une augmentation de la pension, pour notre fille. Elle a 14 ans, elle entre au lycée, elle a besoin de plus. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une sorte de satisfaction. Madame Martin, je serai ravi de vous aider dans cette affaire. Mon avocat est le meilleur de Paris, je peux vous le recommander. Vraiment? Elle avait l'air surprise. Vraiment. Julien a détruit mon mariage. Le moins que je puisse faire, c'est vous aider à détruire ses finances. Et c'est ce que j'ai fait. Marc a pris le dossier de Martine pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Il a déposé une demande de divorce et de revalorisation de la pension. Le tribunal a accordé à Martine 600 € par mois, plus un rappel sur les 3 dernières années. Julien, dont le revenu mensuel tournait maintenant autour de 600 €, devait tout donner à son ex-femme. Il lui restait 0. La mensualité du crédit, 600. Les maths étaient brutales et belles. 3 mois ont passé. J'ai reçu un message d'Isabelle. « Antoine, je dois te parler. S'il te plaît. » Nous nous sommes vus dans un café, terrain neutre. Elle avait mauvaise mine. Elle avait maigri. Des rides étaient apparues là où il n'y en avait pas avant. Sa robe flottait sur elle. « Je n'ai pas d'argent pour un avocat », a-t-elle commencé sans préambule. « Je ne peux pas me battre contre toi au tribunal. J'accepterai toutes tes conditions. » Sage décision. Mais j'ai une demande. Elle m'a regardé dans les yeux. « Lucas, ne me l'enlève pas complètement. S'il te plaît. » « Je n'ai jamais eu l'intention de te l'enlever, ai-je dit sincèrement. Il t'aime. Tu es sa mère. Il habitera avec toi, comme convenu. Mais où? Je n'ai pas les moyens d'habiter à Saint-Cloud. Même à Paris intramuros, je n'ai aucune chance. Ce n'est plus mon problème, Isabelle. Elle m'a regardé longuement, cherchant sur mon visage des restes de l'homme qu'elle connaissait. Elle n'en a pas trouvé. « Qu'est-ce que tu es devenu ?» a-t-elle chuchoté. « Ce que je devais devenir, ai-je répondu. Un homme qui a appris que la bonté est une faiblesse, que la confiance est de la bêtise. C'est toi qui m'as appris ça. Si cette histoire vous touche, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et écrivez en commentaire ce que vous auriez fait à la place d'Antoine.